balayer. Donc, je vais prendre la parole pas très longtemps, mais essayer d'en parler un petit peu, de voir ce que c'est. Puis, en effet, au moment où on est quand même beaucoup plus dans l'intelligence artificielle, les outils numériques, pourquoi, j'ai envie de dire presque ce regain de management humaniste. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon. Alors, je me demandais un petit peu ce que pouvait vous évoquer un management humaniste. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu essayer de faire un nuage de mots, mais éventuellement, n'hésitez pas à mettre pour vous dans le chat les mots qui ressortent. Et ça serait intéressant de voir, pendant que je vous parle, des mots qui peuvent ressortir spontanément, humaniste, management, hein. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et c'est vrai que je pense qu'on va arriver à des nuages de mots qui sont un petit peu ceux-là, hein, des nuages de mots très positifs. Là, j'en ai récupéré un que j'avais fait, ouverture, partage, confiance, altruisme, diversité. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle le bien, hein, le bien, le juste, quelque chose de très positif. J'ai repris une définition, mais vraiment qui est une tentative, parce qu'on en aurait beaucoup, d'une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Arnaud, dans une revue académique que j'aime beaucoup, puisque j'ai été rédactrice chef pendant un moment, et qui nous dit qu'un management humaniste repose sur la capacité à apporter à autrui, donc cette notion de autrui, hein, l'alter, l'autre, la considération et le respect nécessaire pour qu'il se sente reconnu, écouté et compris dans sa singularité, dans sa subjectivité. Alors c'est vrai que c'est un peu une définition, comme les académiques aiment bien faire, mais un peu complexe, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'on part dans l'idée qu'il y a l'autre. Et l'autre, c'est pas forcément un adversaire, c'est pas forcément un ennemi, ça peut être un exemple. Ça, c'est très important, la notion d'exemplarité. Alors, un exemple, je prends exemple sur l'autre, ça peut être quelqu'un qui va prendre exemple sur moi, enfin cette co-construction, hein, on est dans ce qu'on appelle un paradigme interactionniste. La considération, le respect, donc cette notion de regarder l'autre comme quelqu'un, une personne, d'ailleurs on ne parlera pas d'individu, on parlera de personne dans les visions humanistes, et puis cette notion de reconnaissance, d'écoute. Alors c'est pas une écoute, je t'ai dit ça, tu as compris, hein, c'est toute cette notion de feedback, est-ce que tu m'as entendu dans ce que j'ai dit? Et puis la reconnaissance, c'est pas: «Oui merci, je te tape sur l'épaule, tu as bien travaillé», mais c'est là aussi la personne dans sa singularité. La singularité, c'est je suis quelqu'un de différent, je suis quelqu'un, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que toi, le même diplôme, la même taille, le même âge et pourtant, tu me reconnais comme quelqu'un qui a un potentiel, un talent et ma subjectivité, on est donc dans des sujets, hein. On n'est pas, des ressources humaines, au sens, on pourrait je caricature un peu Fayolo, taylorienne, voilà. Et je pense que cette définition, elle est un peu complexe, mais elle pose beaucoup de bases de ce qu'on pourrait appeler donc un management humaniste. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire parce que c'est toujours intéressant de contextualiser les mots, hein. On ne redécouvre pas toujours l'eau tiède quand on fait même des séances du management. Alors, je rappellerai que l'humanisme, c'est une pensée philosophique qui est née au XIVe siècle à peu près, durant la période de la Renaissance. Donc, la période de la Renaissance, on est bien d'accord, ce sont des constructions ex post, hein, les gens qui étaient au XIVe siècle, ils ont pas dit: «Ah tiens, on est dans la Renaissance», hein. C'est au 19e, fin 19e, 20e que les historiens ont reconstitué des périodes à partir d'événements. Ça, c'est toujours très important, de le redire et donc on a parlé de cette période de la Renaissance, on la situe, avec la fin, de la guerre de Cent Ans, à peu près en 1400, enfin qui se terminerait aussi en 1453 et là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on voit avec la Renaissance une libération, c'est pour ça que j'ai mis, la création, d'Adam, enfin du monde avec, surtout la création d'Adam, et Ève, on voit Dieu créer Adam, hein, ce célèbre tableau. On quitte une vision médiévale où, Dieu était au centre de tout, pour une pensée où on commence à dire: en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, hein, la création du monde en 7 jours». Alors je reste dans l'Europe, hein, parce que la Renaissance, elle est très européenne, elle est très, il se passe bien sûr plein d'autres choses dans le monde, hein, la Chine, et cetera, le Moyen-Orient, mais là, on est très européen. C'est d'ailleurs en Italie, que ça va, les premiers centres, on dit que c'est à Padoue, hein, la ville de Padoue, où on commence à avoir des prémices de cette pensée et la Renaissance, c'est vraiment l'homme, voilà.
l'homme avec de la raison et le libre arbitre. On n'est plus dans une forme de déterminisme, Dieu nous veut comme ça, voilà, on est déterminé, on avance. Voilà. L'homme a son libre arbitre, a sa raison, et on va s'appuyer, alors là j'utilise déjà le mot valeur, sur des valeurs humaines, issues bien sûr de la religion chrétienne, judéo-chrétienne, et une sorte de reprise des grands penseurs grecs et de l'Antiquité grecque. Ce qu'il faut retenir, c'est, et les sciences vont arriver avec, hein, les sciences médicales, etc., cette césure de dire, je quitte un monde déocentré pour un monde homocentré. Donc la littérature humaniste, c'est des gens que vous connaissez, alors, on est sur la même époque, hein, 14e, 15e siècle, des gens comme Ronsard, le poète, on est sur le discours de la dignité humaine de Pic de la Mérandole, Utopie de Thomas More, Gargantua, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, les essais de Michel de Montaigne qui nous dit la vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Donc vous voyez bien ce discours où voilà, on va avoir on commence à comprendre que l'homme peut agir, agir sur le monde, agir sur sa destinée, mais avec ce rappel constant de dire qu'il faut une forme d'éthique pour le faire, pour ne pas ruiner le monde, pour ne pas ruiner son âme non plus. Vous voyez bien qu'on est dans des choses très actuelles et qui ont été dites et écrites à cette période. Alors, on le retrouve aussi dans la littérature qui met en avant, pareil, hein, des portraits. C'est là où arrivent des portraits d'hommes, où on voit ces magnifiques portraits. On va avoir Vinci, on va avoir Raphaël. J'ai mis Masaccio, qui est un des premiers peintres qui vraiment humanise les allégories déistes. Et je vous ai mis aussi l'école d'Athènes, un peu plus tardive, de Raphaël, qui est au Vatican, où on voit bien la connaissance, voilà, avec l'escalier qui monte les degrés de la connaissance, avec des personnes qui sont représentées, que vous connaissez, Aristote, Euclide, enfin, tous ces grands philosophes et ces grands mathématiciens, Socrate, Platon, de l'Antiquité grecque. Comme je vous le disais, il y a une filiation forte par rapport à ça. Donc, l'homme, la connaissance au centre. Et puis, une éducation qui va être morale, qu'on va appeler d'ailleurs les humanités. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça a été remis au goût du jour il y a 3 ans, hein, avec la réforme du lycée. Le premier manuel De Ingenuis Moribus, 14e siècle. Et donc, les humanités, ça va être les lettres, les arts, et puis l'ensemble des sciences humaines, petit à petit, la philosophie, la sociologie. Et vous voyez 2 manuels très actuels, hein, 2018, 2019, de la classe de première, enseignement de la spécialité humanité, philosophie, qui est revenu au goût du jour. Alors, on sait que ça va de nouveau être battu, hein, les cartes vont être battues, mais qui visiblement manquait énormément aux lycéens. Et dans les écoles de management, il y a un grand débat là-dessus, avec de plus en plus d'humanités qui sont remis au goût du jour à côté de techniques de management ou même simplement du management. Donc le management humaniste, c'est un management qui met l'humain au centre. Alors ça, vous avez dû l'entendre toujours. Voilà, pratiquant le respect des hommes et des femmes, mais aussi de plus en plus de l'environnement. Voilà, et qui est basé sur la reconnaissance, la confiance. L'idée, c'est je peux manager, je peux développer une entreprise, une organisation, sans abîmer la planète et sans abîmer les hommes et les femmes. Donc, c'est un engagement, une croyance forte. Et on parle de temps en temps, enfin, il y a une théorie qui essaye de mettre ça un peu en forme, alors qui est difficile à cerner parce que c'est ce qu'on appelle le care management, le management par le care, et qui se distingue du management dans le domaine du care. Et ce qu'il faut retenir, c'est prendre soin. Voilà, prendre soin des hommes, prendre soin de la planète, prendre soin de soi. Parce que c'est vrai que si on n'est pas solide en tant que manager et bien à l'aise dans sa vie, dans ses baskets, hein, comme on dit, on aura peut-être beaucoup plus de mal à prendre soin des autres. Alors j'ai pris un cas que j'avais lu ce livre de Jacques Leconte, Les entreprises humanistes, et je trouvais intéressant de voir un peu ce que c'est qu'en termes de mise en œuvre, hein, et pas simplement d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Leconte, qui est un des co-créateurs vous savez, des châteaux formes, hein, ces châteaux ou ces grandes hôtels, il y en a beaucoup à Paris, qui accueillent, hein, des événements d'entreprise particulièrement, et qui nous dit
ça dépasse le cadre traditionnel de la RSE, parce que évidemment, on est dans ce cadre de la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, mais il dit ça va au-delà. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les entreprises, certaines, sont souvent en pointe par rapport à ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire des doctrines qu'elles développent au sein de leur entreprise en allant au-delà des règles. D'ailleurs, Châteauforme est devenu, puisque tout ça se formalise petit à petit, une entreprise à mission. Donc une entreprise qui veut rendre des comptes à la société, qui se considère comme un acteur sociétal. Alors ils nous disent, c'est tout simplement, je ne sais pas si c'est si simple que ça, une communauté qui agit pour le bien commun. La notion de bien commun est très forte dans le management humaniste. Et cette notion de communauté, vous voyez, on ne va pas parler des collaborateurs, voilà, on est une communauté. Et ils nous disent que ça passe aussi bien par des relations honnêtes avec ses fournisseurs, la qualité des conditions de travail, aussi bien matérielles que relationnelles, et puis des services de qualité aux clients. Donc on est bien sur la notion aussi de partie prenante, mes clients, mes fournisseurs, mes salariés, tout ce qui va interagir donc avec l'entreprise. La richesse, c'est l'humain au centre. Et il nous dit une chose intéressante, c'est que les entreprises humanistes sont gérées par les valeurs et non des règles, car les valeurs partagées créent l'engagement des équipes à l'opposé de l'obéissance engagée par les règles. Les collaborateurs pensent par eux-mêmes, sont plus productifs, plus autonomes, plus créatifs et plus heureux. Donc on revient sur l'idée là aussi qui est très en vogue, qui avait été très développée avec Employees First, Customers After. Enfin, plus mes collaborateurs sont heureux, plus j'ai une chance qu'ils travaillent bien, qu'ils soient engagés et que les clients, donc, du coup, soient contents. Donc, on est sur cette idée, avec cette idée de valeur, je vais y venir, qui nous permet de donner des guides. La notion de valeur en management, c'est des guides pour, quand on agit, quand on met en œuvre nos missions. Et donc, avec ce mission statement de Châteauforme, ça c'est très intéressant. Notre mission, c'est faire le bonheur des clients grâce à des équipes heureuses. Tout est un petit peu dit. On n'est pas là dans délivrer des locaux de qualité pour des séminaires expérientiels, avec une expérience positive. Ce qui est le deuxième acte. Mais là, on voit bien qu'on dépasse la mission classique. Alors, manager par les voleurs, je continue l'exemple. Vous voyez que c'est des valeurs qui sont quand même pas tout à fait celles qu'on rencontre toujours. Amour du client. Donnons-lui, alors, avec un développement qui est intéressant, donnons-lui toujours raison car sa perception est la réalité. Ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à j'ai bien fait mon travail. Ben, ça suffit pas. Si le client n'est pas content, il n'est pas heureux. Voilà, ça suffit pas. Apprendre, toujours apprendre. Donc, cette notion de l'apprentissage continuel. Soyons formateurs et formons-nous continuellement. Donc aussi, je donne mon savoir, je partage, des notions aussi très fortes de partage. Loyauté, honnêteté, confiance et autonomie. Donc, en effet, la loyauté au projet et pas la loyauté à ma carrière. L'esprit de famille, donc on rejoint l'idée d'entraide, de solidarité, de communauté. Pas d'attribution de la contribution. Tout le monde contribue avec cette idée. Alors, c'est des idées que j'ai développées au fur et à mesure des cercles. On contribue, tout le monde contribue, de la femme de ménage ou de l'homme, du factotum, au grand patron. Tout le monde contribue. L'aventure, oser, toujours oser. Donc, cette notion que je remets tout le temps en avant de sécurité psychologique. On peut prendre des initiatives, on a droit à l'erreur. L'erreur qui n'est pas l'erreur dans laquelle on s'enferre. Comme je dis toujours, il faut savoir innover dans l'erreur, mais l'idée d'oser, la rigueur et la performance, parce que c'est quand même, alors je le rappelle, dans les grandes chartes éthiques, la première charte, le premier règle, c'est quand même de créer de la richesse. Mais quand on dit qu'on crée de la richesse, c'est dans cette vision-là, c'est créer de la richesse sociale et économique, pas forcément de la richesse financière. Dans ces entreprises, on n'est pas sous le joug de l'EBITDA pour enrichir des actionnaires ou des fonds de pension. Voilà, donc notre performance, régulièrement, on la mesure, on en tire des actions et on partage. Alors, comment pratiquer un management humaniste? On le voit un peu en pointillé. Pour moi, j'ai retenu 4 choses, quand on voit ça. C'est
révéler le sens. Alors, on dit beaucoup donner du sens, mais je crois que la notion de révéler le sens est de plus en plus commune, là aussi. Voilà, pourquoi je viens travailler le matin? Est-ce que mon manager est capable de me donner la grande image, me parler de mon entreprise dans 3 ou 5 ans, de me faire comprendre, là, quand je contribue un tout petit peu à des choses, cette contribution, elle fait partie de quel puzzle? Et cette notion de révéler le sens, elle me semble très importante. Je fais très court et il y aura du débat. Non, mais tu as raison, Témoigner Isabelle. de Mmh. hein? Oui, Témoigner de oui, la tu as raison. reconnaissance. Oui, témoigner de la reconnaissance, j'en ai parlé. La notion d'alignement, très forte, très forte. C'est-à-dire, on me dit des choses super, très éthiques, l'amour du client, l'audace, et cetera. Mais est-ce que je le vérifie tous les jours, quand je travaille? Moi, est-ce que je peux prendre des initiatives? Est-ce que mon patron est, voilà, exemplaire? Et puis faire confiance et inspirer la confiance, qui est un nœud très, très important, mais j'en avais déjà beaucoup parlé. Alors, j'ai repris un autre exemple d'une entreprise où pendant, 3 ans avec une de mes doctorantes, on était allé faire des études assez poussées, c'est Manutan, qui est une entreprise qui distribue, vous connaissez sûrement, des qui est, utile, aux entreprises en termes d'équipements et cetera. Et voilà des extraits de verbatim. La conviction qu'on a, c'est que d'abord, ça part de l'individu. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être agile sans les individus qui la composent. Et l'idée de la prise de conscience de sa capacité à évaluer et évoluer, hein, la notion de capacité d'agir. Et une chose très importante aussi, on ne fera pas la différence avec une innovation technologique, c'est pas comme ça que ça va se passer. On fera la différence parce qu'on est les meilleurs et c'est être plus performants ensemble. Donc cette notion d'innovation sociale qui est très importante et qui fait, le non substituable de l'entreprise. Donc Manutan, c'est ça, c'est entreprendre pour un monde meilleur. On retrouve, hein, cette vision très forte et rassembler des hommes et des femmes passionnés par le commerce, exercer un métier de distributeur en mettant la sincérité, la responsabilité au cœur de toutes les actions. Voilà, entreprendre pour un monde meilleur avec une idée de culture commune et comme pour Châteauforme, des engagements. Nous mettons tout en œuvre par nos actions et nos initiatives pour respecter ces engagements. Nous faisons simple et réglons les problèmes tout de suite. Nous apprenons, on retrouve cette notion d'apprentissage. Nous sommes ouverts à l'écoute, chaleureux. Nous savons reconnaître nos forces et rire de nous-mêmes. J'avais trouvé ça très bien et célébrer nos victoires. Et là aussi, on recherche des clients heureux. Et à chaque fois, l'exigence de dire: «Qu'est-ce qu'il y a derrière ces grandes phrases?» Bah, nous sommes ouverts à l'écoute, c'est, par exemple, mettre une enquête annuelle d'opinion interne en place. Donc chaque fois, il y a une liste d'actions très claire. Alors j'ai repris les valeurs du groupe IGS, Damien ou d'autres nous en parleront: humanisme, engagement, ouverture. On retrouve donc l'idée du potentiel de chacun et d'un vivre ensemble, et d'une solidarité, donc on est ensemble. On retrouve l'engagement pour la qualité, là, on retrouve la notion de client, de respect, de l'environnement aussi et l'ouverture, la curiosité, on retrouve ce qu'on appelle l'apprenance, mais vous m'en parlerez plus. Donc ce management humaniste, je crois qu'il a un postulat de départ et des hypothèses. Le postulat, c'est que la performance, parce que l'entreprise doit être performance, elle ne peut se baser que sur la performance économique, et j'ai pas dit financière, et la performance sociale. L'une et l'autre sont les deux facettes de la même médaille. C'est un anneau de Möbius, voilà. Et on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. Et les hypothèses qui sont intéressantes, c'est que c'est d'innovation managériale grâce, à un management humaniste, eh bien, on a des gens plus engagés, on travaille différemment, des horaires différents, des conditions de travail différentes et ça, c'est vraiment du non substituable d'une entreprise à l'autre, comme le disait, ce directeur de Manutan. C'est une réduction de coûts cachés parce que l'absentéisme, le désengagement, les risques psychosociaux, ça coûte cher aux entreprises et ça, c'est pas toujours, pris en compte. Donc c'est aussi, derrière les coûts cachés, bah, des réductions de déficit ou des investissements possibles. C'est de l'image, de l'attractivité, de la fidélisation des collaborateurs. On a envie d'aller travailler dans ce genre d'entreprise, ça fait envie, puis on a envie d'y rester et donc c'est un business model que je vois émerger basé sur l'engagement
Et ça, c'est très intéressant. C'est Jacques Demurger, le patron de la Maïf, le directeur de la Maïf, qui le dit: mener toute notre activité au service du mieux commun, en disant il y a un business model de l'engagement. Je l'ai développé là dans un petit livre que j'ai fait, Savoir ne pas vendre, où eh bien, c'est un nouveau business model. Et quand on a l'engagement des salariés, ben, il y a plein d'autres choses qu'on ne fait pas parce que le bouche à oreille fonctionne, on fait moins de publicité, il y a moins d'absentéisme, il y a un meilleur turnover. Donc là aussi, on est sur d'autres leviers pour la performance. Alors, on peut avoir un sentiment d'urgence actuellement de ce problématique du management humaniste parce qu'on est dans un monde numérique où on voit l'intelligence artificielle débarquer. J'ai repris cette image donc du tableau d'Adam et de Dieu, mais là, on voit la main numérique. Et je rappelle ce monde banni, hein, banni, brittle, fragile, anxiogène, non linéaire, incompréhensible, et où on voit débarquer les outils. Et comme le dit David Henry Thoreau, nous sommes en train de, est-ce que nous sommes, alors il le dit lui, en train de devenir les outils de nos outils, ce qui fait un peu peur. Et c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à mettre en place de nouvelles relations. Je pense que le management humaniste, c'est pas dire il y a que les hommes et les femmes et les outils de côté, et les outils, ils sont là quand on s'en sert. Non, je crois qu'il faut qu'on apprenne à avoir de nouvelles relations avec des chaînes apprenantes de dialogue entre humains, bien sûr, mais entre humains et machines, et voir entre machine et machine. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît un peu nouveau. C'est-à-dire comment, j'ai eu des questions il n'y a pas très longtemps, c'est comment je fais quand j'ai l'impression d'être dirigée par une plateforme. Et ça, on pourrait en parler, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, cette urgence et ce revival, j'ai envie de dire, de l'humanisme, du management humaniste, il est aussi à cause de cet enchâssement dans les outils. Mais à mon avis, on ne peut plus le traiter de la même façon en disant ben, on va faire un retour en arrière. La restauration, ça n'existe pas du tout dans l'histoire humaine. Voilà. Alors les risques, et je terminerai là-dessus, c'est ce que Dujarrier appelle une surhumanisation du management. Est-ce que du coup, ben, en oubliant un peu moins ou en mettant de côté les outils, les process, est-ce qu'on ne fait pas tout peser ce bonheur, cette qualité, cette responsabilité sur le dos des hommes et des femmes, et particulièrement des managers? C'est quand même ce qu'on voit arriver. Enfin, moi, c'est ce que je constate avec des problèmes de fatigue, de risques psychosociaux, de désengagement, de désaffection des managers intermédiaires qu'on voit apparaître, j'en ai déjà souvent parlé, dans les baromètres d'absentéisme, enfin depuis 2020. Voilà, donc est-ce que pour vous c'est possible un management humaniste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez, vous, des témoignages de ce que vous avez fait? Je vous demande maintenant, je vous laisse en parler et livrer vos témoignages. Merci de votre écoute. Merci Isabelle. J'ai presque envie de. Alors attends, on doit pouvoir réagir. Hein, toi, j'ai presque envie de t'envoyer un pouce quand même. Je sais pas, il passe. Hein. Merci. Je sais pas si vous en êtes d'accord ou pas, mais voilà, je vois Florence qui a levé la main. Je vous propose d'ouvrir vos caméras, vos micros pour ceux pour lesquels il y a pas de problème de son en arrière-plan. Voilà, et vous prenez. Voilà, bah, Florence a l'air aussi d'adhérer au discours, en tout cas d'être en phase avec ce que tu dis. Cynthia, ça a l'air d'être pareil. Je vois aussi qu'il y a pas mal de membres de l'équipe formation continue qui sont là ce matin. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi de s'enrichir mutuellement et de partager. Alors, Florence, vous aviez voulu prendre la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup, enchantée. J'ai une question, en fait, c'est marrant parce que j'ai assisté l'autre soir à une conférence de Julia de Funès, que vous devez connaître aussi. Et il y avait une petite différence sur le rôle de l'entreprise. En fait, c'était de dire que c'était pas enfin, c'était pas l'entreprise, c'était pas le rôle de l'entreprise. Enfin, l'idée, c'était pas que les collaborateurs devaient être heureux, enfin, pour pouvoir avoir de la performance. Enfin, c'était pas l'entreprise de le faire, mais c'était plutôt que les collaborateurs devaient trouver, enfin, du sens dans enfin, du sens pour eux, trouver leur propre sens, et que l'entreprise était un moyen et pas une finalité en soi pour pouvoir y accéder. Donc c'est ce que je trouve un petit peu différent, que j'ai peut-être pas très bien compris, mais c'était juste pour comprendre vous par rapport à cette position, comment vous le voyez. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit ou pas. Oui, oui, je connais aussi un tout petit peu ce que dit Juliette Fudès. Alors, Mm. moi, je dis plusieurs choses. D'abord, le travail, ça prend quand même beaucoup de temps dans la vie. Et le travail, eh ben, on en attend beaucoup plus enfin, on espère en attendre beaucoup plus qu'un salaire. On en attend de la dignité.
Ça fait partie de notre identité, ce qu'on appelle l'identité professionnelle, hein. Je suis professeur, je suis policier, je suis... Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à part. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas de travail, ben, ils souffrent beaucoup, hein, parce qu'on parle beaucoup de souffrance au travail, mais je pense que quand on est chômeur, on souffre encore plus. Donc, l'entreprise est peut-être un moyen, le travail est peut-être un moyen, et je distinguerai aussi, je crois qu'elle fait mal souvent, c'est le travail et l'emploi. Le travail reste une valeur très importante, hein. Vous regardez, même les très jeunes, hein, parce qu'on dit toujours les jeunes et tout, le travail, c'est la dignité, je répète, c'est mon rôle sociétal. L'emploi, c'est autre chose. Et c'est vrai que le travail se traduit par de l'emploi dans une entreprise, dans une organisation. Les 7 heures par jour, les 8 heures par jour que je passe, pour moi, c'est pas neutre. Et la deuxième chose que je dirais par rapport à ces heures de réaction, j'ai entendu cette phrase l'autre jour, mais je ne sais plus qui, c'est bien beau quand on est quelqu'un comme Juliette Funès, philosophe, de déjà être dans, quelque chose de très stratosphérique où chacun se réalise, voilà. Mais comme le disait, alors je ne sais plus qui le disait, Picasso, avant de dessiner les Demoiselles d'Avignon, il a fait des schémas de bras, voilà, il a dessiné des choses assez laborieusement, même s'il était génial. Et des fois, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Et je crois que le rôle de l'entreprise, du travail, de l'emploi, c'est aussi d'accompagner beaucoup de gens qui ont peut-être pas, des capacités, et j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, hein, tout simplement quand on arrive, moi je vois mes étudiants à 22 ans dans l'entreprise ou 20 ans, ils sont déjà bac+5, il y a plein de choses qu'ils comprennent pas, qu'ils captent pas. La première phrase assassine, d'un manager, là j'ai eu le cas l'autre jour, il s'écroule, vous voyez? Donc je ne négligerai pas ça. Et la troisième chose, cette notion de sens, là ça a été beaucoup chahuté par d'autres auteurs qui là aussi, j'ai encore assisté à une conférence d'un philosophe, qui n'ont jamais managé. Moi, j'ai managé pendant longtemps. Je suis désolée, avoir un manager qui vous dessine un truc, même bricoler, hein, je dis souvent, on peut bricoler du sens. On peut donner, du sens à quelque chose qui est hyper complexe, hyper perdu. Je vois l'autre jour, je discutais de ça avec des proviseurs de lycée qui ont des réformes qui leur tombent sur... Et ben, les proviseurs de lycée qui arrivent à dire: «Mais c'est pas grave, il y a encore une réforme, mais notre but, c'est quoi? C'est qu'ils sachent additionner, c'est qu'ils sachent faire de la grammaire». Voilà, c'est ça du sens. Eh bien, voilà, il faut être modeste aussi là-dessus. Voilà, mais enfin, je dirais mes formes de réponse. Du coup, on se rejoint quand même, Oui. mais voilà, on n'est pas non plus tous en capacité, voilà, d'être des êtres, moi la première, je ne suis pas superwoman, j'arrive pas à tout faire, et que moi la première, si dans mon travail quelqu'un me renvoie une phrase qui me met en cause, bah, je passerai quelques heures à la ruminer et à pas être à l'aise par rapport à ça. Et je voudrais juste ajouter à ça, en fait, parce que j'ai été formée sur une approche, je ne sais pas si vous connaissez Robert Jourda, qui est un anthropologue Non. français, Mmh. qui en fait regarde en fait comprendre. L'idée, c'est de comprendre quelles sont nos prédispositions naturelles dans le champ du travail. Et là, pour le coup, ça prend le contre-pied de ce que dit Julia de Funès, et qui dit que voilà, le travail il doit être vu comme une forme, ça contribue à notre réalisation, notre épanouissement. Donc, comme vous disiez, il faut faire la différence entre emploi et travail, mais voilà, ça fait partie de l'être humain. Donc, à partir du moment où on comprend quelles sont ces prédispositions naturelles, on peut aller vers quelque chose qui nous correspond. Et quand on se comprend soi et quand on comprend les autres, eh bien, en tant que manager, c'est aussi pour moi, c'est ça qui est une clé. C'est comme vous disiez, ça passe par la connaissance de soi et la connaissance de son équipe, des gens. Et quand on comprend comment ils fonctionnent, on peut effectivement les aider à aller déjà dans un métier qui leur correspond plus et à mieux collaborer ensemble. Alors, je dirais c'est la base, mais je Moi, dirais c'est se connaître, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, hein, vous oui, êtes d'accord? c'est clair. Et Oui, c'est oui, vrai c'est ça. qu'avec mes étudiants qui sont très jeunes, enfin qui sont jeunes, je travaille moi sur les encres de carrière et je leur explique qu'en fait, on a souvent un désir profond de quelque chose, donc c'est une autre vision des choses. De toute façon, tout se rejoint, hein, toutes les théories à un moment se rejoignent. Mais en effet, se connaître, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et quelquefois, on comprend ce qu'on a fait. On a 45 ans, on a 50 ans, on se dit: «Mais tiens, j'étais dans une grande boîte, j'ai déménagé, j'ai fait un truc». On a un parcours complètement hétéroclite, mais en fait, on cherchait la même chose. On cherchait un truc qui voilà, et tant mieux, et comme vous dites, il y a des gens qui ont des prédispositions pour certaines choses. D'ailleurs, il y en a qui en ont pour le management, il y en a qui n'ont pas, et une des catastrophes, c'est de penser que le management, bah, on n'a pas besoin de quelques habiletés au départ ou quelques envies et aptitudes. Mais oui, oui, on se rejoint, là-dessus. Mais moi, je ne jette
pas du tout l'emploi, l'entreprise, voilà, comme quelque chose qui, serait, ça fait partie de notre identité, de notre, vie, au fur et à mesure des années et je répète, ceux qui n'ont pas de travail, ils le comprennent très vite. Merci pour votre intervention, Ouais. Florence. Donc, voilà, ça nous a permis d'enrichir cette approche aussi autour de l'emploi et de la notion de travail, autour du management humaniste. Cynthia, vous aviez applaudi tout à l'heure, un commentaire, une remarque, une question à faire auprès d'Isabelle ou à partager avec la communauté? Eh bien, écoutez, merci déjà de m'accueillir dans votre cercle. Merci Isabelle pour cette belle conférence. J'ai appris beaucoup de choses et je suis venue déjà parce que j'étais assez intriguée par le titre. Et la vraie question, c'est bah, déjà, oui, ok, c'est bien de définir le management humaniste, mais en tant qu'enseignante chercheuse, c'est comment je peux arriver à former mes étudiants pour que justement demain, ils appliquent un management humaniste finalement et non pas la politique peut-être. Moi, j'ai tendance à le comparer, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais avec à l'opposé que la politique du petit chef. Moi, j'ai raison, moi, je fais, moi, j'écrase les autres, moi, enfin bon, voilà. Et comment on peut les amener vers ça? Et voilà, donc la question est là. Alors, c'est une très bonne question que je partage tous les ans, hein, puisque j'anime des alors déjà, il faut se dire une chose, c'est que on va dire, les séminaires ou les moments où on parle vraiment de management, ils sont rarissimes, même dans les écoles de management. Moi, je fais ça, dans l'école de management de Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg et puis, en STAPS, mais c'est des moments très rares, hein. En fait, on leur apprend les techniques de la gestion. Allez, je fais du marketing, je fais du contrôle de gestion, je fais du droit, mais cette notion de management, elle est, alors je dirais d'abord, c'est une discipline creusée. C'est-à-dire que c'est pour ça que les humanités, c'est très intéressant. La dernière école que j'ai dirigée, on en avait énormément mis. C'est pour ça aussi que j'ai un peu parlé d'histoire, de philosophie. C'est qu'il faudrait avoir des facettes différentes. C'est-à-dire qu'on est des philosophes, qu'on est des anthropologues, vous parliez d'anthropologues, qu'on est voilà, qui montrent un peu toutes les facettes de l'humain et qu'on ne regarde pas le management avec les outils du management. Parce que là, déjà, il y a des filtres trop courts. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, hein, travailler en interdisciplinarité. La deuxième chose, eh bien, c'est en effet, ce qu'on disait avec Florence, moi, je pars d'eux. Si je vais vous parler de vous et ça commence, par exemple avec des cartes Dixit. Parlez-moi de vous, avec un support voilà. Parlez-moi de vos envies. Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, j'arrive, je dis toujours, j'ai un immense jeu de Lego. Est-ce qu'on construit ensemble une fusée, un bateau? Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir des étudiants qui sont en alternance ou qui ont quand même eu des petits jobs et cetera. Donc on va parler, l'autre jour on l'a fait, 20 étudiants en alternance, 3 qui ont parlé de harcèlement, qu'ils allaient bosser avec la boule au ventre. Donc ça, on en discute, on débriefe et puis je leur parle d'eux au sens, de ce qu'on disait, c'est voilà et quelle est votre encre de carrière? Comment vous voyez? Et j'ai régulièrement des étudiants qui me viennent voir à la fin du cours en me disant: «Merci, merci. Moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'hyper performant. J'ai même pas envie de manager et je me sens plus serein par rapport à ça». Donc je termine avec l'idée de sortir des représentations et les représentations, honnêtement, l'idée du petit chef et tout, c'est plutôt ce qu'ils ont vu, mais ils en ont pas envie. Les représentations, c'est plutôt, voilà, être un peu, la personne brillante, charismatique, sportive. Ben non, on peut être un excellent manager en étant, plus taiseux, plus voilà et puis on n'est pas des êtres parfaits et je crois que c'est comme ça aussi qu'on arrive à quelques heures, à leur donner une petite vision un peu différente des choses et quand je parle de performance globale, de réduction de coûts cachés, c'est pour une chose, c'est que j'ai appris au fur et à mesure des années que, ben, on est souvent qu'avec des cercles de convaincus. Donc, sortir d'autres armes, qui sont par exemple, on va réduire des coûts cachés de l'absentéisme, on va avoir une plus grande performance et ben, des gens qui sont beaucoup moins à l'écoute de ces phrases qu'ils peuvent considérer comme moralisantes et cetera. «Ah tiens, ça peut être intéressant». Merci pour ta réponse, Isabelle. Elle est très partielle, hein. On en Merci, merci. rediscutera ultérieurement alors. Voilà. Merci Isabelle. Alors, c'est vrai qu'on a le discours et nos échanges sont centrés sur en partie sur les étudiants. C'est vrai qu'on est sur un sujet aussi en formation continue. Je vois qu'on a des. Alors, Florence, je vais vous donner la main pour on puisse partager. Je vois aussi qu'on a dans le cercle aussi aujourd'hui, on a pas mal de collaborateurs de l'équipe formation continue.
Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole et présenter un peu comment il voit les choses en termes de management humaniste? Je ne sais pas, ça soit Frédéric, Marilyn, Imen, j'ai vu qu'il y avait Marie-Odile. Je vois aussi qu'on a Sophie à Toulouse. Tu es avec nous, Sophie? Allô, allô? Oui, excuse-moi, Damien. Oui, parce que je Ouais. suis sur le plateforme pédagogique, donc j'ai des étudiants qui passent, mais je vous suis. Oui, je suis à Toulouse. Voilà, je Alors, vous suis avec, qu'est-ce qui avec. t'a donné l'envie de nous rejoindre sur ce cercle du management aujourd'hui et de participer aux échanges? Et tes Alors, premières réactions? mes premières réactions. Alors, au-delà du fait que j'ai la charge depuis lundi du poste de responsable formation pour l'école IGSRH, donc de Toulouse, voilà. Je Bravo. sais que j'ai des étudiants en Master 1 qui sont connectés, puisqu'ils m'ont dit qu'ils allaient se connecter. Donc voilà, que j'ai diffusé auprès des étudiants. Super. Et eux-mêmes l'ont diffusé auprès de leurs managers. La thématique, parce que c'est vrai qu'on parle de management humaniste, mais j'étais intriguée au même titre pardon, que Cynthia. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Et puis comment on fait? Et je vous remercie Isabelle de cette modestie dont vous avez fait preuve, parce que parfois quand on manage, déjà être manager c'est compliqué. C'est beaucoup parce que c'est une relation entre deux individus, donc on peut parfois penser bien faire les choses, ou en tout cas être entre guillemets un bon manager, mais en face, il y a un émetteur, un récepteur, et le récepteur ne reçoit pas l'information de la bonne façon, si j'ose dire. Et donc, ça m'intéressait de savoir comment Isabelle a amené le sujet. Et effectivement, voilà, alors je l'ai vu un petit peu entrecoupé, vous m'excusez, parce que j'ai des étudiants qui sont venus m'interrompre, mais je regarderai le replay. Je suppose que c'est enregistré, Damien? Oui, tout à fait. Ouais, C'est voilà, enregistré, voilà, c'est diffusé. Donc après, super. Adèle qui est avec nous aujourd'hui fait des capsules par séquence. Je Oui, pense elle fera une super. capsule de la première présentation d'Isabelle là, pendant 20 minutes, ce qui Ouais, sera super. diffusé, donc transmis à tous les participants et sur les réseaux. Écoute, déjà Alors, bravo pour ton nouveau poste, Sophie. merci, Hein. merci beaucoup. Oui. Bienvenue dans la grande Et je famille de dis, ouais, l'IGSRH. Hein. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mm. Et puis de toute façon, moi, je veux aussi que les étudiants en prennent conscience, parce que, comme le soulevait Isabelle, ils vont arriver sur le monde du travail, ils vont être diplômés d'un master 2, ça va être des jeunes managers, mais ils savent pas faire parce qu'il faut pratiquer. Je dirais que c'est un petit peu comme faire un créneau avec une voiture. Vous apprenez la théorie, puis le jour où vous êtes dans une difficulté entre deux voitures, il n'y a pas beaucoup de place, vous savez pas faire, donc il faut pratiquer. Voilà. Et voilà, je vois que les têtes, merci Cynthia et Isabelle de d'hocher la tête, mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui est passionnant, et je pense qu'il faut qu'on soit tous humbles et qu'on apprend tous les jours, même quand on a de l'expérience. Voilà, surtout dans cette période où il y a eu aussi le Covid qui est venu aussi bouleverser les choses. On a le télétravail qui bouleverse les choses, parce que maintenant on manage à distance, donc c'est une autre façon de travailler. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, Damien, et puis accessoirement parce qu'à chaque fois tu fais des super webinaires, donc je me connecte toujours. On est surtout bien Voilà. accompagné par Isabelle. Hein, donc voilà. Voilà. Alors Florence, vous aviez voulu prendre la parole tout à l'heure. Je vous avais coupé. Vous aviez une question complémentaire peut-être pour Isabelle. Et puis après, peut-être, Elodie, prépare-toi. Ça va être à toi d'intervenir. Isabelle, Allez-y, Florence. votre micro marche pas. Votre micro, enfin, je sais pas si vous. Je l'avais coupé. Oui, oui, je disais, Avec- j'avais 2-3 réponses peut-être avant qu'on passe Allez-y, à autre allez-y, chose. allez-y. Voilà. Alors, je crois que ce que dit Sophie, hein, alors, très très juste, je crois qu'il y a plusieurs choses que j'observe tout le temps. Hein. Là, j'étais dans un laboratoire pharmaceutique, avant au CEA, tout le temps. C'est le temps du management. Il y a un vrai problème actuellement de temps pour le management. Il y a du temps pour le management. C'est les évaluations, c'est les rendez-vous en face à face, c'est la capacité à traduire des éléments très complexes pour les rendre intelligibles, c'est les réunions bien faites. Et ce que je constate toujours actuellement, c'est qu'il n'y a pas de temps pour le management. Les managers, ils me disent, je fais du management quand j'ai tout fait tout le reste. Ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est la notion de confiance. J'en ai un tout petit peu parlé, on a fait un cercle là-dessus. Voilà, et je pense que le départ, c'est confiance en soi. Or, quand on n'a pas de formation au management, eh bien, on a peur. Moi, je dis toujours, on n'a pas des managers toxiques qui se lèvent le matin en disant comment je vais pourrir la vie de mes collaborateurs. C'est rarissime. Mais on a des managers qui ont peur de dire non, qui ont peur de dire ça va pas, qui ont peur de dire je refuse tes congés. Voilà. Et la peur, ça engendre une perte de confiance en soi, et
Et la troisième chose que Sophie a dit, c'est très juste, c'est la vulnérabilité. Je crois qu'il faut qu'on accepte une forme de vulnérabilité. Être manager, c'est pas être tout puissant, c'est pas être super. Je disais Superman, Superwoman, c'est accepter d'avoir un peu de vulnérabilité. On n'est que des êtres humains. Et cette notion de s'enfermer dans quelqu'un qui sait tout, qui est expert, eh bien, je pourrais développer des heures, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut battre en brèche. Et du coup, nos étudiants, pour terminer là-dessus, ils arrivent dans la vie avec, et on l'a été pareil, hein, parce que ce n'est pas une question de génération, hein, là, je reviendrai toujours là-dessus, c'est une question de débuter dans la vie avec des formes de naïveté. En plus, dans les réseaux sociaux, ils voient plutôt des choses sympas, hein, les gens qui mettent en avant leur bonheur de bien travailler. Et c'est vrai qu'ils peuvent être vraiment très déçus, sachant qu'ils ne managent pas tout de suite, hein, ils sont managés, mais ils peuvent subir des choses qui peuvent beaucoup, beaucoup les blesser. Et là, le problème, c'est qu'ils ne deviennent pas, ce qu'on constate souvent, mimétiques par rapport à ces mauvaises pratiques. Et là, on développe autre chose, pour moi, c'est la capacité de réflexivité et de pensée critique. C'est-à-dire, pourquoi il se comporte comme ça, mon manager? Et là, je travaille beaucoup avec eux là-dessus. Pourquoi mon manager dit des choses aussi blessantes? Pourquoi il se met en colère? Et j'essaye de leur expliquer pourquoi, pour que eux, ils arrêtent la chaîne délétère. Je m'arrête là. Je pourrais parler pendant des heures. Alors, on a Florence, on va vous donner la parole, et puis je vois ensuite que Marie-Odile a levé la main. Allez-y, Florence. Ou sinon Marie-Odile, hein, si déjà elle veut parler, après je Non, alors je sens qu'il y a ça tourne Elodie si vous aussi voulez. qui ça la démange d'intervenir. Allez-y. Alors, on va respecter. Alors, Chacun. Marie-Odile a levé la main. On va dire Marie-Odile, vas-y, Marie-Odile. Ok, merci Florence. Bonjour à tous. Merci Isabelle, parce que bon, c'est un sujet qu'on aimerait appliquer au quotidien, ce qui n'est pas toujours évident. En fait, ce que je trouve très fort dans l'humanisme, c'est d'une exigence inouïe. Et comment aborder cette exigence avec beaucoup de simplicité, d'humanisme, tout simplement, de respect, enfin, avec toutes les valeurs qui tournent autour de l'humanisme. Et c'est vrai que c'est valable en entreprise, mais c'est aussi valable dans les rapports intrapersonnels. Donc, moi, bon, de toute façon, ça fait totalement écho à mes valeurs, donc je n'ai pas vraiment de problème avec ça, mais c'est l'exigence. Comment on arrive à s'appliquer à soi-même une telle exigence pour rendre, je dirais, le monde plus idéal, ou en tout cas arriver à construire quelque chose en bonne intelligence avec l'ensemble des collaborateurs. Et je trouve ça très, très difficile. Oui, Isabelle. alors il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Alors d'abord, ce que je constate, c'est que la bienveillance, l'écoute, tout ce qui est positif, Oui. ne peut pas aller sans l'exigence. Reconnaître quelqu'un, c'est aussi être exigeant avec lui. Alors après, l'exigence, c'est quoi? L'exigence, c'est pas forcément que du contrôle malvenu, etc., hein. C'est savoir lui donner les moyens. C'est ce qu'on voyait un peu apparaître, hein, dans Château Forme, etc., Manu Temps. C'est lui reconnaître des talents, une potentialité, lui donner les moyens de les développer. Le management, c'est grandir soi et faire grandir les autres. Ce qui est aussi très compliqué, parce que ça veut dire que je ne deviens plus le meilleur, je ne suis plus le plus expert, je fais le deuil de mon expertise pour faire grandir mes collaborateurs. Et ça, si on ne l'a pas compris, et je passe dans beaucoup d'entreprises, c'est très déceptif pour le manager. Parce qu'il se dit: «Merde, je suis plus le meilleur ingénieur, je suis plus le meilleur sportif». Voilà, c'est les autres que je fais grandir. Ça, c'est vraiment, quelque chose, et l'exigence, c'est, la potentialité, mais ça va avec la reconnaissance. Par contre, moi, j'aime beaucoup l'idée de Christophe André, le psychiatre, psychanalyste, qui dit: «Il y a des choses qui pourrissent la vie». Et une des choses qui veut pourrir la vie, c'est il y en a 3. Il dit: «Vouloir que tout soit parfait». Alors là, il y a un énorme problème. Et là, vouloir que tout soit parfait, c'est pas vrai. Il faut admettre qu'on est juste des managers suffisamment bons, un peu comme, une mère suffisamment bonne. Quand on commence à dire qu'on voilà, là donc il faut accepter des formes d'imperfection, ça va avec la vulnérabilité, ça va aussi avec le courage de dire: «Je ne sais pas faire». Ça va avec le courage de dire: «Je m'excuse, enfin, excusez-moi de mon comportement». Et ça, c'est pas trop dans les représentations du management. La deuxième chose, c'est, il dit, Christophe André, c'est vouloir changer les autres.
On ne change pas les autres. On peut les amener à évoluer, être plus en convergence avec les. Mais vouloir profondément changer les autres, voilà, on ne reboote pas hein, les personnes. On les amène à comprendre. Et là, c'est du temps, c'est de l'écoute, etc. On parlait tout à l'heure d'adéquation. Et la troisième chose, c'est ruminer. Voilà. Et je pense que dans le management humaniste, il y a aussi cette idée d'un élan, d'une énergie qui fait qu'on ne va pas tout le temps revenir sur ce qui s'est mal passé. Moi, je le vis comme ça. Hein. C'est aussi regarder la face claire des choses, qui est très importante. Mais ce n'est pas simple. Mais voilà, l'exigence, oui, qui va avec les moyens aussi. Parce que dire à quelqu'un, tu dois faire ça, et j'attends dans 3 jours, hein, le dossier complet, mais j'ai pas eu la formation, je sais pas faire, j'ai pas toutes les infos, débrouille-toi. On le voit beaucoup dans les séries policières, hein, le management du débrouille-toi, je veux pas savoir, débrouille-toi. J'adore, moi, dans les commissariats de police, dans les séries policières, c'est toujours ces raccourcis-là. Voilà, mais si on n'a pas donné aux personnes, on les met en situation de ne pas savoir faire, et ça, c'est terrible. Mais par contre, il faut d'exigence. Et d'ailleurs, on parlait des profs, les profs préférés, c'est pas des profs, c'est pas la Starac, hein, c'est pas ou l'école des fans plutôt, c'est pas l'école des fans, hein, où tout le monde a 10. C'est des profs qui disent: «Je vais te faire progresser» et une mauvaise note, c'est pas forcément je t'explique pourquoi tu as une mauvaise note et j'attends de toi plus parce que tu peux, progresser. Voilà, enfin, c'est en gros, Euh, des éléments de réponse. alors, je sais que j'ai toujours posé une question, Florence. Allez-y, si vous voulez rebondir maintenant. Parce que j'aimerais poser une question à Elodie qui nous a rejoint dans l'équipe là, il y a peu de temps. Et qu'on fasse le lien avec les valeurs d'IGS que tu as présenté tout à l'heure aussi, Isabelle. Ce sera l'occasion un peu d'en parler, de voir comment on interprète ou comment on vit l'humanisme chez IGS. Mais allez-y, Florence. D'accord, merci. Oui, désolé, en fait, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais c'est via Isabelle Sagon que j'ai pu rejoindre Ouais, ce ouais. webinaire, donc je suis ravie. Et alors, moi, j'ai plutôt un background, 20 ans de travail chez Nestlé, Bayer-Dörf en entreprise. Et en même temps, j'anime des ateliers à TSM, enfin, je donne des cours aux étudiants sur l'interculturalité, etc. Et donc, effectivement, en tant que manager, ça me parle énormément. Et c'est marrant parce que je me suis toujours dit que moi, le manager, c'était justement d'aider à faire grandir les autres. Et ce qui a toujours été un vrai combat en entreprise, parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment ce qui est demandé aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent. Il y a cette idée quand même de formatage. Enfin, pour un manager, c'est quand même compliqué de se battre là-dessus et de l'imposer parce qu'il y a un formatage en entreprise. Et quand vous voyez les gens qui sont au top, enfin les boss, on va dire, eh bien, ils ont un certain profil. Je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme, mais bon, souvent, c'est dans les types, le type 8, voilà, c'est le truc, c'est dur, voilà. Il n'y a pas vraiment de côté humain, entre guillemets. Et donc, on a ces modèles-là et on se dit, bah voilà, moi, si je veux progresser, en gros, je dois être comme ça. Et si on veut vraiment être soi-même, exprimer sa singularité, comme vous le dites, c'est beaucoup plus challenging, ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc, c'est pouvoir effectivement s'ouvrir à ça. Et je pense que, comme on l'a redit, la connaissance de soi et des autres va être importante pour pouvoir l'accepter, cette différence. Mais c'est un vrai challenge. Et je voulais aussi ajouter que la notion d'échec, vous avez parlé de la notion d'échec. Aujourd'hui, avoir le courage de dire, voilà, j'ai échoué, ça n'a pas marché. Et puis se dire, OK, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que j'en fais? Je sais que dans mes équipes, c'est ce que, pour un exemple, à chaque début de réunion d'équipe, on commençait par les success et fuck-ups of the week. Et donc, c'est de pouvoir parler des deux. Et on se rend compte que quand on parle de ces échecs, les autres aussi, ça leur arrive et on apprend énormément. Donc, voilà, ce challenge. Et deux autres points, dans le côté faire progresser, vous parlez de bienveillance et d'écoute. Pour moi, je crois vraiment à cette notion de communication non violente, en fait, pour nous aider comme outil. Moi, je l'utilise en termes de savoir donner du feedback constructif. Vous dites, la bienveillance, ça ne veut pas dire dire oui à tout. Non, il y a cette exigence. Et si on donne un feedback qui est posé de façon factuelle, en disant aussi, parlant de ses émotions, etc., parler de soi, ça aide aussi. Je trouve que c'est des outils. Et ça, j'aimerais bien pouvoir l'apporter justement aux étudiants, parce que je vois que dans les ateliers que j'anime, en fait, ils ne savent pas forcément l'utiliser. Et donc, mon dernier point qui est une question, c'est de me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans les universités ou dans les écoles pour, sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cours de management, comme vous le disiez en tant que tel. C'est le sentiment que j'ai ou ce que j'ai pu observer. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour apporter ça dans les universités, les écoles? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir débloquer?
Alors, pour la dernière question, je pense de toute façon, non, c'est la même réponse. Ce que vous décrivez, c'est que pour un management humaniste, il faut aussi, ce côté exemplaire, pas dans le sens: «Je suis parfait», mais il faut que ça vienne ça soit, je parlais d'alignement et je vous ai montré 2 entreprises, Manutan, Châteauforme. Voilà, on voit bien que ça vient du haut, que les personnes du haut, sont alignées par rapport à ce qu'ils font, hein. Cette idée du triangle cognitif, en ce que j'ai envie de faire, ce qu'on me demande de faire et ce que je fais réellement, qui doit être absolument aligné, enfin, ou réduit. Et c'est vrai que là, il y a un vrai sujet que je rencontre dans beaucoup d'entreprises. On va faire des formations aux managers intermédiaires sur ces managements humanistes, mais en haut, on va continuer à se comporter n'importe comment. Et là, il y a un vrai, vrai sujet d'alignement qui n'existe pas. Et donc, on se retrouve avec des managers intermédiaires qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le temps et qui en plus sont dans des doubles injonctions, enfin des injonctions paradoxales. Une des questions qu'on me pose tout le temps, c'est comment je fais passer des messages du haut auxquels je ne crois pas? Comment je peux faire toujours plus avec moins? Comment, voilà, plus. Alors, on en a moins parlé parce que c'était une accroche quand même de l'environnement numérique, où quelquefois l'interface n'est pas l'humain, mais la machine. Je pense aux évaluations sur plateforme maintenant, toutes les apps RH qui vous facilitent soi-disant la vie pour le recrutement. Voilà, toutes ces plateformes qui vous rappellent par mail qu'il faut faire ça, 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 ça et ça, et qui intermédient la relation. Oui, il faut être sacrément solide pour arriver. Mais c'est vrai que cette notion de cohérence qui vient du haut, si elle n'existe pas, bah, on s'épuise. Il y a 2 solutions, enfin, il y en a 3. Ou on s'en va, ou on se met complètement en retrait et on fait ce qu'on appelle le quiet quitting. Et puis on se dit: «Bah, je sauve ma peau, j'ai j'ai du bon salaire», et cetera, que je vois beaucoup. Ou on part en vrille, hein, parce qu'on essaye d'être justement très différent, et c'est vrai que c'est pas forcément très positif dans les 3 cas, en tout cas pour l'entreprise non plus, hein, ni pour la personne ni pour l'entreprise. Alors Isabelle, il est temps de challenger notre nouvelle membre du cercle management. Non, non, on a Elodie là qui s'affiche à l'écran, qui vient d'arriver dans l'équipe, qui prend la direction des programmes exécutifs entreprises, donc principalement centrés sur les activités intra, hein. D'accord. Donc, re-bienvenue à toi, Elodie, dans l'équipe, et puis bienvenue dans le cercle du management. T'es pas à l'abri d'animer certains cercles avec Isabelle, hein, voilà, sur les prochaines éditions. Alors justement, je voudrais faire le point avec toi, Elodie, sur qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le groupe IGS en faisant le lien avec les valeurs qui sont partagées. On parlait d'humanisme, d'engagement, d'ouverture. Comment toi, l'humanisme, tu l'interprètes au regard de ce que nous disait Isabelle, et comment, à la regard de ce que tu connaissais d'IGS et de ce que tu commences à apercevoir, c'est interprété chez nous et dans le management que toi, tu souhaites mettre en place dans tes pratiques quotidiennes. Ah bah, merci Damien. Alors, c'est une longue question. C'est quoi, c'est manager exigeant, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, j'ai un passé de 20 ans d'entreprise où j'ai été dans des postes de DRH et où j'ai vécu ce qu'Isabelle et Florence disaient, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des organisations où, en effet, il manquait de congruence entre ce qui voulait être porté au niveau du management et ce qui était réellement fait au quotidien par le top management. Et j'aime beaucoup ce qu'il disait Isabelle sur le mimétisme, mais vraiment, j'ai dû lutter pendant des années pour aider les managers à se retrouver alignés face à leurs valeurs, alors que ce qu'ils vivaient au quotidien ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils subissaient, en fait. C'était vraiment ça, c'était du management à la terreur, enfin bon, c'était des choses un peu dures qui donnaient un certain nombre de burn-out chez les managers, puisque ce qu'évoquait Isabelle, voilà, c'est qu'à un moment, on n'est plus du tout en phase et on ne retrouve plus ce sens et on en devient très malheureux, en fait. Donc c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que remettre l'humain au centre de la relation, ça me semble être un fondamental. C'est tellement fondamental que maintenant on en parle, mais pour moi, le management, c'est ça, en fait. Manager, c'est animer des hommes. Donc, si on ne met pas l'homme au milieu, je ne vois pas on n'est pas manager pour moi. Voilà, on est gestionnaire, mais on n'est pas manager.
Donc, c'est vrai que l'humanisme qui fait partie des valeurs de l'IGES est quelque chose de très important pour moi dans ma manière d'être et de vivre, en fait, en alignement avec mes propres valeurs. Donc, ça je pense que le manager, la connaissance de soi, comme disait Isabelle, c'est extrêmement important. Alors, l'âge aide, hein, malheureusement, bon, je ne sais pas, mais par rapport aux étudiants, l'âge et l'expérience fait qu'au bout d'un moment, ben, on sait ce qu'on est prêt à accepter, on sait ce qu'on n'est plus prêt à accepter. Donc, ça, je pense que ça aide à savoir les environnements qui nous conviennent. Et donc, voilà, l'homme au milieu, l'alignement, la confiance, ce sont vraiment des fondamentaux. Moi, par contre, je m'interrogeais, du coup, Isabelle, à vous écouter parce que j'ai pas mal travaillé aussi sur le manager inclusif. Et en fait, j'en étais arrivée à la conclusion que être un manager inclusif, c'est juste être un manager qui est attentif à l'autre, en fait, et qui l'accueille dans sa singularité, en fait. Et voilà. Et je ne sais pas si on peut faire un lien entre l'humanisme et l'inclusif. Enfin, je ne sais pas. Vous, quelle est votre position là-dessus? Parce que j'ai eu plein de débats sur le sujet et en fait, j'arrivais pas à trouver de choses différentes que juste apprendre à manager l'homme dans sa singularité. Pour moi, un manager inclusif, c'était ça, quoi. Donc, voilà, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis là-dessus. Pour répondre à toutes tes questions, Damien, alors attends, du coup, avec tout ce que tu m'as posé comme question… mais tu as répondu, Élodie, sur la dimension humaniste et puis la façon dont toi, tu le voyais dans ton propre style de management, si tu veux, parce que je suis un peu provocant, parce que tu as une partie de ton équipe qui est là aussi sur le Teams, donc c'est l'occasion aussi de t'entendre. Comme ça, ils vont bien cocher les cases et après, voilà, c'est ça. Et là, je leur dirais, eh ben oui, le manager, il n'est pas parfait, comme disait… C'est ça. On a tous des axes de progrès. Voilà. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Vas-y, Isabelle, sur le lien entre manager inclusif et puis manager humanisme. Tu as parlé de care aussi à un moment donné tout à l'heure. Voilà, comment tu associes tout ça? Alors, bon, ça fait partie du même nuage sémantique, hein. Alors, mais c'est vrai que bon, j'ai beaucoup travaillé sur l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est quand même le dernier marchepied après la lutte contre les discriminations. Déjà, il faut commencer. Des fois, il faut être simple, hein. Déjà, je ne discrimine pas. C'est-à-dire, je ne m'enferme pas dans des préjugés par rapport à il est jeune, il veut rien faire, il est vieux, il est réfractaire à l'eau numérique, elle est musulmane ou elle porte le voile, je ne sais pas. Enfin, tous ces critères que nous connaissons. Et la diversité, donc le management de la diversité. Et puis l'inclusion, c'est tu viens comme tu es de McDonald's, hein, c'est un peu ça. Et donc, en effet, la singularité. Mais c'est vrai que ça rajoute une couche. Manager une équipe très homogène, j'en parlais l'autre jour, je suis passée dans des endroits où tout le monde a au moins la même formation, le même diplôme, voire la même origine. J'étais dans un centre d'études atomiques, pour rien vous cacher, c'était que des hommes blancs de 50 ans, docteurs en… Voilà, et c'est vrai que du coup, ça facilite énormément les choses. L'informel est présent, on rigole de la même chose, on a un peu la même vie, et on le connaît, ça peut être des femmes de 30 ans, et c'est vrai que rajouter la couche de l'inclusion, c'est-à-dire des gens très différents, ça veut dire aussi que ça commence par du recrutement de gens très différents. Enfin, il y a toutes sortes de marches à gravir par rapport à ça. Ça demande de réduire ces distances, de gérer des conflits entre les personnes, parce que justement, elles ne s'entendent pas. Et en effet, là, on parlait tout à l'heure d'apprenance. Le manager, quelque part, il fait aussi œuvre de pédagogie. C'est-à-dire travailler sur le respect mutuel. C'est-à-dire que le respect, ce n'est pas simplement moi en bilatéral, je respecte tous mes collaborateurs, mais il faut aussi que je leur apprenne à se respecter entre eux. Et vous n'allez pas commencer à vous bouffer le nez parce que vous avez des visions différentes du monde, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu. Par contre, là aussi, quand on travaille sur l'inclusion, toutes les études documentent le fait que c'est plus de performance, plus de créativité, plus d'alignement avec la diversité des clients. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire, des réductions de cachets, voilà. Et c'est se donner la chance d'avoir des talents. Donc, il y a un vrai sujet, enfin, il y a un vrai, ça va ensemble. Je ne pense pas qu'on puisse faire un management qu'on qualifierait d'humaniste, comme j'ai essayé un peu de le décrire, sans inclusion. C'est comme quelqu'un qui vous dit ah ben des fois ah ben moi je fais de l'inclusion, je fais du management de la diversité, j'ai des gens d'origine ethnique tout voilà, oui, on est dans l'interculturel, mais ils sont tous ingénieurs et voilà, donc ils ont déjà tous les mêmes façons de penser par rapport à leur formation. Voilà, donc l'inclusion pour moi fait partie et c'est la question de quoi?
c'est la question de l'altérité. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, l'autre au sens avec un grand A, qui existe et que je reconnais dans sa singularité, même s'il est aux antipodes de moi. C'est la phrase de Voltaire, je ne suis pas du tout d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les reconnaître. C'est des nouvelles formes de management basées sur la controverse, hein, discord and deadline. C'est des temps délibératifs qu'on doit avoir dans les entreprises et ça rejoint le problème du temps, parce que qu'est-ce que c'est souvent? Ben, j'aimerais bien t'entendre, je voudrais bien entendre tes objections, je voudrais bien entendre ta façon de voir les choses parce que tu viens d'arriver, parce que mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, faut avancer, faut avancer. Et là, il y a un vrai, pour moi, je reviens beaucoup au temps en management, c'est un vrai, vrai sujet. Isabelle, Donc, voilà, hein, on- l'homogénéité ne va pas avec l'humanisme. alors, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et en plus qui est assez propre à nos activités, que ce soit en formation continue ou dans les écoles. Là, je vois qu'on a les personnes de l'IGSRH, des formateurs, des enseignants-chercheurs. Moi, j'ai toujours pensé que, alors tu l'as présenté aussi un peu tout à l'heure, que dans l'humanisme, il y a un rapport aussi au savoir. Parce que tu as parlé de liberté, d'esprit critique, et quand même, ça passe aussi par une certaine maîtrise d'un savoir Alors voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, et le rapport à la connaissance aussi, qui permet de développer cet esprit critique? Est-ce que je me trompe ou pas sur ce sujet-là? Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait dans l'idée de l'humanisme, de management humaniste, une forme d'élitisme. Je Ouais, parlais un peu tout à l'heure ouais, parce ouais, que ça ouais. serait tellement simple. Mm, Je pense qu'il y a des gens qui sont hyper humanistes et qui n'ont même pas le bac. Voilà. mm, mm, Je pense qu'il y a aussi des dispositions, hein. mm, Et mm, une mm. fois de plus, quand on arrive dans le monde du travail, on est pétri de l'éducation, des croyances. On voit le monde à travers des filtres qui sont les filtres de nos parents. Donc, il y a déjà ça aussi, se connaître. On disait, quels sont mes filtres? Voilà, comment on m'a éduqué, quelle est la religion que j'ai eue, parce qu'on ne voit pas le monde, on voit tous le monde à travers des filtres, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus on progresse, bien sûr, dans la connaissance, moi, je suis quelqu'un enfin, c'est mon fil conducteur dans la vie, c'est connaître. En effet, plus on est capable de décrypter, d'interpréter, de prendre du recul, hein, et ça, c'est évident que Lewin disait, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, mais moi je le vis tous les jours. Mobiliser des théories, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient artistiques, voilà, ça permet de décrypter des situations, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de la formation. Une phrase que j'adore, c'est quand le problème, c'est le problème, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Devant une situation de conflit, devant une situation de résolution, de prise de décision, quel est le problème? Et souvent, on est toujours dans la solution, hein, la fameuse phrase, si tu viens avec un problème, viens avec la solution. Non, je dois t'aider en tant que manager à comprendre quel est vraiment le problème. Et là, tu vois, voilà. Après, ça rejoindrait alors quelque chose qui est aussi très galvaudé, c'est les soft skills. C'est C'est ça. développer ces compétences relationnelles, personnelles, qui font partie de mon capital humain et dont la mienne, enfin celle que je préfère, la réflexivité, qui va avec l'esprit critique. Se regarder faire, se lever le matin, se regarder, est-ce que j'ai bien agi? Ou le soir, en se lavant les dents, est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Voilà, et cette question d'alignement sur ses propres valeurs, éviter l'auto-justification. Ouais, mais ouais, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je le justifie par ça. De toute façon, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Enfin bon, voilà. Et après, on a des grandes variabilités aussi sur des choses qu'on est obligé de faire, sur des moments où on n'a pas de liberté. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui a 40 ans, 3 gosses, qui doit rembourser la location de sa maison, il n'est peut-être pas du tout en phase avec les valeurs de son entreprise. Il fait peut-être des choses qu'il désapprouve lui-même tous les jours. Mais il y a un moment, jette-lui la pierre. Mais tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je crois qu'il y a aussi, comment dire, beaucoup de modestie par rapport à des sortes d'idéal types que serait le manager humaniste. Mais déjà se dire, je m'excuse, comme disait Élodie, je ne suis pas parfait, voilà, montrer qu'on a aussi des marges de progression, c'est déjà quelque chose de
de bien. Après, je vous dis, le problème, c'est l'intermédiation, c'est la chaîne de l'irresponsabilité. C'est-à-dire, je transmets, c'est pas moi, c'est au-dessus. C'est la chaîne de l'outil, c'est pas moi, c'est l'app ou la plateforme. Et là, il y a un vrai sujet aussi de comment on construit une responsabilité avec des interfaces qui ne sont pas uniquement humaines. Et là, quelquefois, l'outil, il sert à se débarrasser de la responsabilité. Alors, on approche de la fin de notre 9e cercle du management. Est-ce qu'il y a une dernière question dans l'équipe? Je vois là Maréline, Frédéric, Imen, Magalita, Amélie, Adèle. Voilà, est-ce que vous avez un message à faire passer, une question à poser à Isabelle? Je sais qu'on a la possibilité chez GSFC de la rencontrer régulièrement. Isabelle, tu seras avec nous mardi midi, hein, de mémoire, c'est ça? Donc voilà, elle sera sur le campus, donc on peut effectivement échanger aussi. Tu viens animer des masterclass avec différentes entreprises chez nous, je pense notamment au partenariat qu'on a avec la SNCF. Bon, s'il n'y a pas de... Peut-être juste une remarque, moi, par rapport à ce qu'a dit Isabelle aussi. Moi, j'en retiens quand même une certaine humilité de la part du manager. Et j'avais bien aimé au démarrage aussi parler de la co-construction. C'est-à-dire qu'en effet, il faut accepter aussi qu'on ne sache pas tout. Je pense que le manager, si vraiment il prend à cœur son travail, automatiquement, il va sortir du côté d'expertise que peuvent avoir certains collaborateurs. Et donc, c'est aussi important de pouvoir s'appuyer sur eux. Voilà, parce que si on veut passer bien du temps à manager les hommes, on est moins peut-être dans un quotidien qu'ont les collaborateurs. Et cette notion de co-construction, elle me semble vraiment aussi importante finalement au travail du bien-être de l'équipe et de ce collectif, quoi. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, quand je suis avec mes étudiants, je leur dis déjà, vous n'allez pas être manager tout de suite, il y en a quelques-uns, mais vous allez être managé. Et savoir manager son manager, pour reprendre un raccourci, c'est important. Et ce que je dis toujours aussi, c'est qu'il faut aussi, quand on est managé, savoir donner des signes de gratitude, de reconnaissance à son manager. Le manager, ce n'est pas l'ennemi, c'est pas et très souvent, quand on est managé, alors d'ailleurs, on le voit souvent, j'en ai parlé de la masterclass SNCF, le problème quand on devient manager d'une équipe où on était collègue. Quand on arrive d'un extérieur, bon, on a un crédit qui est un peu différent. Mais cet exercice qui est assez courant, j'étais collègue et tout d'un coup, je deviens le chef. Et le changement de regard des équipes, le lundi matin, vous n'êtes plus le collègue. Et ça, c'est des exercices, j'ai eu plein de témoignages là-dessus, extrêmement complexes, très révélateurs des écarts qui se créent. Et c'est vrai que là aussi, c'est comment je prends cette solitude. C'est une relative solitude d'être manager. Moi, j'ai eu des expériences de manager. En général, je m'entendais toujours bien avec ce qu'on va appeler des collaborateurs. Alors, collaborateurs, il y a l'équipe au sens strict. Après, il y a quand on dirige une école, on a les profs. Mais j'ai toujours trouvé ça très drôle quand, vous connaissez peut-être ça, vous animez un CSE. Vous arrivez à un CSE. 2 minutes avant, Isabelle, on boit le café ensemble. Et puis, dans le CSE, la direction. Et on se retourne et on dit, mais c'est moi la direction? Ben oui, c'est la direction. Et là aussi, il y a quelque chose, en effet, d'une co-construction. Mais je ne dis pas qu'il faut être copain, je ne suis pas du tout là-dedans, mais qu'il faut accepter quand on prend du management. Et quand on est humaniste au sens un peu, ce qui dérive souvent en copinage, on a tout faux. Parce que là aussi, il faut accepter cette solitude, il faut accepter cette distance. Le respect, c'est d'ailleurs aussi de la distance. Et il faut accepter qu'on n'est plus tout à fait dans les pairs. Et moi, par exemple, je le vois beaucoup dans les entreprises qui refusent le management, particulièrement les startups, où on va avoir, alors je caricature, vous m'en excuserez, le jeune type ingénieur qui a la bonne idée, qui va embaucher 2-3 copains, et puis voilà. Et chez nous, il n'y a pas de management, mais on voit les dégâts que ça fait. Parce qu'on est dans autre chose, on est dans le copinage, on est dans ce qu'on appelle la bro company. Et là, ça crée des dégâts aussi. Donc la notion de règle aussi est très importante en management, parce que on n'en a pas trop parlé. L'humanisme, c'est pas non plus que l'interface et l'ajustement mutuel. Je parlais tout à l'heure des outils, mais c'est aussi les règles. C'est-à-dire la règle, elle repose en management. La règle des congés, la règle des RTT,
On l'a beaucoup vu là avec le problème de la baya au lycée. Ne pas laisser les proviseurs décider tout seuls, donner des règles. Et le management humaniste, à mon sens aussi, il doit promouvoir des règles. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le petit texte que j'ai pris de Lecomte. C'est pas spontané. Oui, c'est pas les valeurs. Il faut aussi créer des règles. Et les règles reposent et permettent d'inférer de l'égalité. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les défaillances un management défaillant, c'est aussi le sentiment d'injustice, hein, le sentiment d'inégalité. Bon, on n'a pas le temps d'en parler. J'ai vu que Magalita avait Magalita, levé. tu Oui, voulais voilà. prendre la parole. Vas-y. Au fait, avec ce que Isabelle vient de dire, ça répond un peu à ce que je pensais. C'est-à-dire que justement, dans le management, il y a aussi ce côté se taper dans le dos, etc. Je trouve que c'est toujours un peu difficile de garder ce côté respectueux tout en tapant dans le dos de son manager et inversement. Donc, évidemment, je pense qu'il y a une règle à mettre et un juste milieu à trouver. Et d'autre part, il y a aussi, et tu l'as évoqué à l'instant, ce souci d'égalité entre individus dans une équipe. On est tous des individus, voilà, avec nos particularités, nos besoins, et le manager doit aussi jouer avec tout ça. Mais malgré tout, on reste une équipe, et dans cette équipe, il faut que chacun puisse se rendre compte qu'il y a de l'égalité entre les gens, entre les personnes et les individus. Et c'est vrai que le rôle du manager, c'est justement d'essayer de garder cette égalité-là, qu'il n'y ait pas des personnes qui aient l'impression d'avoir plus ou d'autres moins. Parce que là, ça crée des problématiques, mais dans l'équipe. Et ça, c'est pas toujours simple à gérer non plus. Ah, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pourrais disserter là-dessus. J'avais fait une petite vidéo sur Xerfi qui était les désastres du chouchou en entreprise, parce que c'est pas tellement étudié par la littérature, mais la notion de chouchou, elle est dévastatrice, hein, dans les familles, Absolument. dans les écoles, etc. Ce que je retiens, qui est très important, et j'en ai peut-être pas assez parlé, c'est la notion aussi d'authenticité. On n'est pas forcément un manager humaniste conforme. Il y a des managers qui sont très respectés, très aimés et qui marquent de la reconnaissance en étant pas dans le copinage, pas dans le charisme. Ah, ça aussi, il faut accepter ça. Et en effet, l'authenticité, c'est très important. Les gens qui font semblant, allez, je rigole, comme tu dis, Margarita, je tape sur le dos. Ouais, mais s'ils ne sont pas authentiques, ça se sent. Et les gens le sentent. Et c'est vrai qu'hier, j'étais dans le TGV une fois de plus, au bar du TGV, j'entendais 2 personnes parler, visiblement ça se passait pas trop bien dans leur entreprise, et il y en a une qui à un moment qui a dit à l'autre: «Mais tu vois celui-là, c'est» alors il parlait d'un chef de service, ça avait l'air d'être une grosse entreprise. «Il a toujours un petit mot, pour un petit sourire, un petit geste. Il nous fait sentir qu'on est quelqu'un», et j'ai trouvé que c'était une belle définition. «Il nous fait sentir qu'on est quelqu'un». Et là aussi, les managers, il faut qu'ils fassent sentir qu'on est quelqu'un à tout le monde. Et il y a des légendes un peu qui circulent, mais voilà, la personne qui est pas capable de dire bonjour ou merci à celui qui vient nettoyer la salle, qui a pas un petit coup de chapeau à une personne qui ouvre le portail, bah, c'est c'est pas voilà, si on est autrement dans une forme d'utilitarisme où je suis sympa, avec les gens qui peuvent me servir à quelque chose. Ça aussi, on le voit beaucoup, hein, Mais c'est tu sais, il y a juste le côté merci quand on envoie un mail, ou mmh, mmh, voilà, le mmh, bonjour quand mmh. tu as Ah démarré ton mais mail par un bonjour. Ça fait partie aussi de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que c'est des toutes petites choses, mais qui, quand tu les reçois et quand tu regardes le message, bah, qui te font du bien. Tu te dis, OK, bah, c'est cool, j'ai envoyé un message, il a dit merci. Ça a l'air idiot, ça a l'air basique, mais ça change tout dans la communication aussi. tout à fait, je parlais des outils, bah, tu parles du mail, le mail peut faire des ravages avec Mmh. ce côté asynchrone où on va écrire, mais sans être méchant, on va écrire sous l'impulsion, alors pas forcément des choses, mais en effet, on ne prend pas le temps, et cetera, et en effet, quand on le reçoit dans d'autres conditions, ouais, et c'est des choses simples, comme tu dis, mais qui peuvent en effet, et c'est un peu la problématique de la goutte d'eau, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais le vase se Oui. remplit, le vase se remplit, et puis un jour, bah, on explose, et en effet, et c'est pour ça aussi que savoir dire les choses, peut-être aussi de la part des managers, mais avoir la possibilité de le faire, hein, suffisamment tôt, donc c'est avec la SNCF, là, j'avais travaillé un tout petit peu avec l'assertivité, c'est très Oui. important aussi, hein. Avoir confiance en soi, être assertif, dire les choses,
avant d'exploser, c'est important. Mais comme le disait, c'était Elodie, il faut aussi qu'il y ait un climat. Hein, la notion de climat est très importante parce que si c'est quand tout le monde, donc particulièrement la gouvernance, a des pratiques contraires, voilà, c'est des scènes sans paix que des fois je vois dans des entreprises, vous savez, où tout est gris dans une ville, puis il y a une toute petite bulle de couleur à un endroit parce qu'on est en train de jouer du jazz. J'ai une photo comme ça de lui. Et c'est vrai que ça arrive dans certaines entreprises, hein, même assez souvent. L'autre jour, j'étais avec des gens des hôpitaux, ça arrive. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, une fois que le manager s'en va, lumineux s'en va, c'est fini, quoi. Le gris revient. Ça, c'est pas normal. Merci Magalita pour ton Merci, message, pour les commentaires. Je pense que, alors moi j'ai le plaisir d'être manager d'une partie de l'équipe qui est présente aujourd'hui, donc j'en prends aussi pour moi, hein, des messages qui sont qui sont passés aujourd'hui. Il y a Elodie qui va prendre le relais aussi, donc voilà, on a tous nos points de progrès, et puis ça permet aussi de prendre. Je trouve que c'est au-delà des voilà, je pense que c'est le cercle management, il est là aussi pour nous faire progresser, et voilà, on est dans un échange qui nous permet de nous faire grandir. Prochain événement, il aura lieu en janvier, février. Là, on est en train de regarder avec Adèle et Isabelle pour organiser un prochain événement plutôt en présentiel. On va essayer de le faire en présentiel pour le coup. Hein, on verra voilà, comment on peut l'organiser. Merci encore à tout le monde pour vos interventions respectives, pour votre question, pour les débats qui ont été très riches, pour la prise de parole voilà, qui n'est pas forcément toujours simple quand on challenge comme ça à distance. Merci Isabelle pour ton éclairage, hein, pour ta prise de recul et puis pour ta capacité, encore une fois, je trouve, dans ta capacité à rebondir sur les questions, à nous aider à prendre du recul sur nos problématiques managériales tous les jours. Franchement, tu nous fais du bien. Donc, encore une fois, merci pour tout. Oui, il ne faut pas oublier il faut regarder les choses positivement. Hein. Ouais, Moi, mon but, hein, voilà, c'est le travail, c'est pas voilà, qu'un truc sale et dégoûtant où on est en burn-out. Non, je te dis beaucoup parce que c'est quand même, ça me tue de voir travail, souffrance au travail. Il y a quand même des belles choses de faites, il y a quand même des gens qui sont heureux d'aller travailler. Voilà, c'est quand même important. Et puis, on a la vie à côté, hein, aussi, je veux dire. Merci à tout le monde. Je vais juste passer un petit message puisque je vois qu'on a Marilyn qui est encore là, il y a Adèle et il y a Isabelle. Si vous voulez qu'on reste tous les quatre en ligne, voilà, on reste sur le Teams. Et puis nos invités, on va vous remercier, vous souhaiter une bonne journée. Salut Frédéric, salut tout le monde. Et bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de... Alors ouais, moi j'ai l'équipe, donc j'aurai l'occasion de souhaiter les bonnes fêtes. Aussi. Et pour tous les autres intervenants, bien sûr, et tous les participants, bonne fête de fin d'année à vous. Profitez bien de vos proches, de vos familles, de tous vos amis. Et puis on se retrouve en début d'année prochaine pour un nouveau cercle management. À très bientôt tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée. Oui. Pas si tu as vu le mail de... Au revoir. Tiens, reste avec nous, Fred, si tu veux. Ouais. Marilyn, Marilyn, elle est horrible à voir parce qu'on dirait un ectoplasme là. J'étais en train de dire tu peux rester avec nous, Elodie, si tu veux, Elodie. C'est pas gênant de rester sur le Teams où il y aurait des externes qui étaient là. Parce que comme c'est encore enregistré par Adèle. Ça va. Attends, je vais couper l'enregistrement. Tu coupes l'enregistrement et tu couperas. Ouais. Juste une question.